Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. La Côte d'Ivoire est à 100 jours des 8e Jeux de la francophonie. Le ministre auprès du président de la République chargé de ces Jeux, Robert Begré-Mombé, a lancé le compte à rebours, jour J-100 à l'hôtel du district au Plateau. À 100 jours de ces Jeux, les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives et culturelles sont en phase d'achèvement. On en parle avec Issa Chonan Yeo. 100, c'est le nombre de jours avant le démarrage des festivités des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, prévu du 21 au 30 juillet 2017. À l'occasion, le ministre auprès du président de la République en charge de ces Jeux, Robert Begré-Mombé, a lancé le compte à rebours jour J-100 à l'hôtel du district au Plateau. Nous allons mobiliser toutes nos sœurs, nos mamans, pour que dans les villages des Jeux, elles prennent le pouvoir et offrent à tous les athlètes et à tous les artistes un séjour mémorable. Les jeunes qui seront la partie volontaire de ces Jeux devraient saisir leur chance pour montrer que dans ces pays, nous avons une jeunesse très organisée. Pour rappel, c'est en mars 2013 que la Côte d'Ivoire est désignée par le Conseil permanent de la francophonie à Paris, en France, pour abriter ces Jeux. Dès cette annonce, un comité de pilotage des 10 Jeux constitué de 3 organes est mis en place. Le 27 juillet 2016, le chef de l'État Alassane Ouattara donne un coup d'accélérateur à l'organisation de cet événement en nommant Robert Begré-Mombé, ministre auprès du président de la République chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie. Sous sa houlette, les plans d'action opérationnels portés par chacune des 17 commissions techniques sont en fin d'achèvement. Au titre des sites construits, le village des Jeux de la francophonie à l'Institut national de la jeunesse et des sports, le canal au bois, la salle de tennis de table. Les travaux sont réalisés à près de 90%. Pour les infrastructures réhabilitées, à savoir le stade Félix Houphouët-Boigny, le stade Vélodrome, le stade Robert Champroux, la Bibliothèque nationale et le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, les travaux effectués avoisinent les 92%. Les contribuables n'ont plus à se déplacer pour s'acquitter de leurs obligations fiscales. Les grandes et moyennes entreprises, les premières concernées par le dispositif, ont désormais la possibilité d'effectuer leur déclaration d'imposition en ligne et de procéder au paiement dématérialisé de l'impôt en passant par le portail web mis à disposition par la Direction générale des impôts. Déjà en vigueur depuis 3 mois, le paiement électronique a été officiellement lancé hier après-midi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que je vous propose d'écouter. À l'échelle nationale, cette réforme consolide le positionnement de notre pays dans le domaine de la collecte de l'impôt, devenant ainsi l'un des pionniers de l'UEMOA à faire ce saut vers la digitalisation. Cette réforme devrait contribuer à améliorer la productivité des entreprises à travers une plus grande souplesse dans la mise en œuvre des procédures fiscales. Il s'agit donc d'une innovation majeure qui va, j'en suis convaincu, changer significativement la donne en matière de recouvrement des impôts. La filière cacao marque le pas dans la campagne intermédiaire 2016-2017, après 4 campagnes durant lesquelles les prix ont connu une ascension régulière. De 725 francs, le prix Borchamp a atteint le record de 1100 francs CFA pour la grande campagne 2016-2017. Depuis le 1er avril 2017, le prix connaît une baisse de plus de 30%. Comment les producteurs gèrent cette baisse de leurs revenus? Comment ont-ils géré les 4 glorieuses, c'est-à-dire les années fastes? Comment comptent-ils s'y prendre pour le futur? C'est un dossier et il est signé Noël Niagno. Le cacao, sa récolte s'effectue sur 2 périodes dans l'année. La récolte principale ou grande campagne. Elle part de septembre à janvier et peut s'étendre jusqu'en mars. La seconde ou campagne intermédiaire s'effectue entre juin et juillet. Incident de cette répartition temporelle, les prix pratiqués en rapport avec la nature des fèves récoltées. Si sur 2 campagnes 2014-2015 et 2015-2016 les prix n'ont pas varié, cette année, le prix fixé pour la campagne intermédiaire est fortement influencé par la baisse du cours mondial. La cause, principalement la surproduction dans la quasi-totalité des pays producteurs. La Côte d'Ivoire aura une production
globale importante. Il en est de même du Ghana voisin, de l'Équateur, du Cameroun, du Nigeria, de l'Indonésie. Pendant que cette production augmente, nous constatons que la demande dans le monde reste mitigée. À Méagui, à plus de 400 km d'Abidjan, dans la nouvelle boucle du cacao ivoirien, la surproduction est de mise et s'explique. Quand la réforme est venue, les planteurs ont commencé à se retrouver. Ils ont commencé à entretenir les plantations. Parce que les revenus étant faibles quand il n'y avait pas la réforme, ils ne pouvaient pas entretenir les plantations. Ce qui fait que les plantations étaient restées dans la broussaille. Mais depuis la réforme, cette année, c'est ça qui a fait qu'il y a eu surproduction. Autre donnée à souligner dans la région, le prix en baisse de 30% par rapport à celui de la grande campagne est malgré tout accueilli avec bienveillance parce que respectant la parole donnée. L'État nous a dit qu'il allait nous donner 60%. Et réellement, quand on prend nos petits bics et les calculatrices qu'on a aujourd'hui, on voit que ce qu'il a dit, il a respecté. Bon, on ne peut pas faire plus que ça parce qu'il nous a promis 60%. S'il nous avait donné en dessous de 60%, vraiment on allait se plaindre. Mais comme il nous a donné le prix, les 60% qu'il a dit, bon, on va prendre ça comme ça. Cette parole donnée respectée a permis aux producteurs de faire des investissements dans l'immobilier avec les cours mondiaux de blé sur les 4 ans après la réforme. Le quartier où nous nous trouvons, ils avaient plusieurs lots qu'ils avaient abandonnés. Mais depuis 2 ans, ils ont commencé à se rattraper. Ils ont commencé à bâtir des maisons. On est beaucoup dans la famille. C'est à cause de ça qu'il a fait rentrer au coucher d'abord. Bon, il sait que si le prix est toujours normal, il va essayer d'échanger encore pour faire un petit villa ou bien un étage aussi. Comment faire face à ces variations conjoncturelles des prix, sécuriser le revenu des producteurs et contribuer à la durabilité de la cacaoculture? Les paysans cacaoculteurs ont leur petite idée. En faisant un peu de tout, quand une filière ne va pas, l'autre va, tu peux te rattraper là-bas. Mais si tu restes sur une seule filière, si cette filière-là est perturbée, vraiment c'est un peu dur pour toi. À la diversification des spéculations, les pouvoirs publics veulent associer la transformation de ces produits et ce sera le début de la fin du yo-yo des cours mondiaux et ses conséquences pas toujours favorables aux producteurs. Reportage signé Noël Gnagno. Bientôt 3 ans que le projet PESAC, projet d'appui au secteur agricole, a démarré dans la région du Sud Comoé. Le projet financé par le groupe de la Banque mondiale, l'État de Côte d'Ivoire et les filières EVA et palmiers a permis la création de plusieurs plantations villageoises. Il prend fin en octobre prochain. Les acteurs, eux, souhaitent un autre plan d'appui. On en parle avec Francis Boifo. Du matériel végétal amélioré, subventionné à hauteur de 95% par le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire PESAC, est prêt à être livré aux petits producteurs d'EVA dans la région du Sud Comoé. Avec le projet PESAC, le planté paie 10 000 francs. Maintenant, si c'est avec le particulier, le planté paie 610 000 francs. Le PESAC dans le Sud Comoé, c'est un projet pilote financé par le groupe de la Banque mondiale, la France à travers le C2D, l'État de Côte d'Ivoire et les filières EVA et palmiers à huile. Le plan il coûte cher, mais avec la PESAC, j'ai à 80 000 par hectare. Par rapport aux autres sociétés, les autres sociétés, c'est 140 000 par hectare. L'administrateur du groupe de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire est allé apprécier les travaux réalisés dans la région. J'ai été véritablement impressionné par l'enthousiasme des femmes et des hommes et des jeunes qui travaillent dans cette filière-là et qui bénéficient, grâce, entre autres, à l'appui de la banque, de formations techniques pour pouvoir réussir dans la mise en œuvre des itinéraires techniques dans leur domaine de spécialité. Beaucoup reste à faire cependant pour permettre aux paysans d'augmenter la production de palmiers à huile, EVA et d'avoir facilement accès au marché à 6 mois de la fin du projet. Il y a près de 2000 hectares de demandes qui nous sont exprimées. Nous sommes mobilisés pour rassembler des ressources internes. Mais en même temps, nous souhaitons l'accompagnement du gouvernement ivoirien ainsi que de nos partenaires techniques et nous permettre de faire profiter à davantage d'Ivoiriens les bienfaits du projet PESAC. Autrement dit, les producteurs souhaitent un autre projet d'appui au secteur agricole, le PESAC 2. La Banque mondiale va décider dans 6 mois
Pour le PESAC 1, l'institution a déboursé au total 25 milliards de francs CFA, soit plus de 30% du coût global du projet. Vous vous en êtes rendu compte, le reportage de Francis Boisfroy a été commenté pour vous par Thomas Guessambi. L'actualité internationale à présent. Les États-Unis projettent de vendre au Nigeria 12 avions de combat et reconnaissance pour aider le pays à lutter contre Boko Haram. Cette vente, une demande de longue date d'Abuja, avait été stoppée par Barack Obama juste avant la fin de son mandat après un bombardement par erreur du camp de réfugiés par l'armée nigériane. Sans surprise, la Russie a mis son 8e veto hier mercredi à une résolution condamnant les attaques chimiques en Syrie et appelant à une enquête approfondie. La Chine s'est abstenue. L'Élysée a immédiatement réagi en accusant la Russie de porter une très lourde responsabilité en s'opposant systématiquement pour protéger son allié Bachar el-Assad. Les divergences de vues pour mettre un terme au conflit syrien ont été patentes donc hier mercredi à l'ONU. En Afrique du Sud, presque tous les partis politiques, à l'exception de 2, ont défilé hier mercredi à Pretoria pour réclamer la démission de Jacob Zuma et dénoncer la corruption du gouvernement. Au même moment, le président sud-africain fêtait son 75e anniversaire avec ses militants à Soweto. Moins d'une semaine après la première vague des manifestations, des dizaines de milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées dans les rues de Pretoria. Englué depuis plusieurs mois dans des affaires de corruption, le chef de l'État est secoué par une nouvelle tempête politique depuis le remaniement ministériel qu'il a ordonné. Le limogeage du ministre des Finances, qui s'opposait à lui au nom de la transparence de la gestion publique, a provoqué la colère de l'opposition et une dégradation de la note financière du pays. La marche de ce mercredi, elle, était pour l'essentiel constituée de militants de l'Alliance démocratique et des combattants économiques de la liberté, les principaux partis hostiles à l'ANC. Aujourd'hui, c'est la fin de l'ANC. S'ils respectent l'Afrique du Sud, ils doivent considérer notre opinion. Nous ne sommes pas heureux, nous voulons un changement. Jacob Zuma, 75 ans, est à la tête de l'Afrique du Sud depuis 2009. Il doit prendre sa retraite au terme de son second mandat en 2019, mais avant, l'ANC devrait désigner son successeur. Le président, lui, soutient la candidature de son ex-épouse, Nkosazana Dlamini Zuma, qui vient de quitter la présidence de la Commission de l'Union africaine. Cette guerre de succession, il faut le rappeler, nourrit de vives tensions au sein de l'ANC. Au pouvoir depuis la fin officielle de l'apartheid en 1994, le parti de l'icône Nelson Mandela a vu son influence reculer sur fond de chômage et de déclin de l'économie. Commentaire signé Alexis Ouedraogo. Fin de ce journal. Bonne journée sur RTI1.